Après avoir vu les composants de base d'un algorithme, ainsi que leur écriture en pseudocode, nous allons maintenant voir une notion importante qui est la complexité temporelle d'un algorithme. Dit simplement, la complexité temporelle d'un algorithme est son temps d'exécution. Ceci veut dire en particulier que cette complexité n'a rien à voir avec la difficulté qu'il y a à lire l'algorithme, ni avec la difficulté qu'il y a à le concevoir, qui peuvent être chacune complètement différentes. Ceci dit, la définition ci-dessus n'est pas satisfaisante, car elle dépend du système utilisé pour exécuter l'algorithme. On préférera donc la définition plus formelle suivante. C'est le nombre d'opérations élémentaires effectuées par l'algorithme au cours de son exécution, dans le pire des cas. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une opération élémentaire? Sans rentrer dans les détails, on peut penser à une opération élémentaire comme une opération de base, du type addition, soustraction, multiplication ou comparaison, impliquant seulement 2 bits 0 ou 1. On estime que de telles opérations sont effectuées en un même temps très court sur un ordinateur et servent de base pour décompter le temps d'exécution d'un algorithme. On définit encore que la complexité temporelle d'un algorithme est le nombre d'opérations élémentaires effectuées dans le pire des cas. En effet, le temps d'exécution d'un algorithme peut dépendre des données d'entrée. On considère donc toujours les données d'entrée pouvant mener à la plus longue exécution possible. Ceci dit, il peut se révéler très fastidieux de décompter toutes les opérations élémentaires effectuées par un algorithme. Par exemple, même une simple multiplication comme 5 fois 13 requiert en effet de l'ordre de 16 opérations élémentaires. C'est pourquoi dans ce cours, on fera l'approximation, grossière parfois, que la complexité d'un algorithme est simplement le nombre d'instructions lues par l'algorithme au cours de son exécution. Remarquez qu'il ne s'agit pas simplement de compter les instructions qui composent l'algorithme, mais bien de compter combien d'instructions sont exécutées au total. Une seule instruction peut par exemple être exécutée plusieurs fois dans une boucle, ou peut aussi faire appel à un sous-algorithme et donc lancer l'exécution de toute une série d'autres instructions. Commençons par quelques exemples. Le premier exemple est une bonne illustration du fait qu'on peut parfois écrire des algorithmes simples avec une grande complexité temporelle. L'algorithme que vous voyez ici ne s'arrête jamais et affiche bonjour indéfiniment, car la condition 1 plus grand que 0 dans la boucle est toujours vérifiée. Sa complexité temporelle est donc infinie. Le deuxième algorithme que vous voyez ci-dessous calcule la moyenne d'une liste de nombres et est composé d'une série de 4 instructions, incluant une boucle. Le nombre d'instructions lues par l'algorithme au cours de son exécution vaut quant à lui 1 plus n plus 1. Au total, n plus 2 instructions. Ceci dit, on pourrait aussi compter les choses différemment, car pour effectuer la boucle, l'algorithme effectue aussi implicitement toute une série d'opérations qui ne sont pas comptées ici. Mettre la valeur de la variable i à 1 initialement, qui correspond à encore une instruction, puis incrémenter cette valeur à chaque passage de la boucle, qui correspond à n autres instructions, et enfin effectuer à chaque fois un test pour savoir si la boucle est arrivée à la fin, qui correspond encore à n instructions. Si on inclut toutes ces instructions cachées, en quelque sorte, on arrive ici à un total de 3n plus 3 instructions. Nous verrons plus loin comment nous affranchir de ce genre de détails en introduisant une notation qui permet de se focaliser sur l'ordre de grandeur de la complexité d'un algorithme et pas le nombre exact d'instructions effectuées. Dans ce troisième algorithme, qui est une version légèrement modifiée de l'algorithme tous différents vu précédemment, on voit qu'il y a 2 boucles imbriquées. Le calcul de sa complexité temporelle est donc plus délicat. Mais une remarque tout d'abord. Ici, le nombre d'instructions lues par l'algorithme dépend fortement des données d'entrée. Si par exemple L de 1 est égal à L de 2,
alors l'exécution est très courte, car l'algorithme sort tout de suite de la boucle. Mais nous avons défini la complexité temporelle d'un algorithme comme étant le nombre d'instructions lues dans le pire des cas. Quel est le pire des cas ici? Je vous invite à faire une pause dans la vidéo pour y réfléchir. Le pire des cas arrive quand tous les éléments de la liste L sont différents, car alors l'algorithme doit parcourir intégralement les deux boucles imbriquées avant de finalement sortir la réponse oui. Il faut donc maintenant compter combien d'instructions sont lues dans ce cas. Lorsque i vaut 1, l'algorithme effectue une boucle sur les valeurs de j allant de 2 à n. Donc, n-1 passages. n-1 instructions seront lues. Lorsque i vaut 2, j va de 3 à n, et donc n-2 instructions sont lues, et ainsi de suite, jusqu'à ce que i vale n-1, auquel cas une instruction est lue. Si on additionne toutes ces instructions, on obtient donc n-1 plus n-2 plus 3 petits points jusqu'à plus 2 plus 1. Et cette somme, on peut la calculer mathématiquement, vaut n fois n-1 sur 2. Ça, c'est donc le nombre d'instructions lues dans les passages des deux boucles imbriquées. Et pour avoir le nombre d'instructions exécutées au total, il y a encore une dernière instruction qui est sortir oui. Voilà donc la complexité temporelle de cet algorithme. Nous allons maintenant introduire une notation appelée grand θ qui va nous permettre de grandement simplifier le calcul de la complexité temporelle d'un algorithme. Comme vu dans les exemples précédents, on associe généralement la complexité temporelle d'un algorithme à un paramètre lié à la taille des données d'entrée, le paramètre n dans les exemples précédents. Ceci dit, pourquoi s'intéresser à cette complexité temporelle? Eh bien, par exemple, pour répondre à la question suivante. Supposons qu'un algorithme prenne 1 minute pour s'exécuter avec des données d'entrée de taille n égale 1000. On aimerait savoir en combien de temps, au pire, s'exécutera ce même algorithme avec des données d'entrée de taille n égale 10 000. Si on peut caractériser le nombre d'opérations effectuées par l'algorithme en fonction de n, alors on peut répondre à la question ci-dessus. Mais même si c'est faisable, ça reste encore un peu compliqué ici avec l'exemple donné. Or, ce qu'on aimerait obtenir, ça n'est pas une réponse précise à la seconde près, mais plutôt une idée approximative du temps que ça va prendre. En effet, dans la pratique, on a souvent affaire à des données de grande taille de nos jours. Ce qu'on aimerait savoir à propos d'un algorithme, c'est comment sa complexité temporelle augmente lorsqu'on augmente la taille de ses données d'entrée, mais sans trop aller dans les détails. Ce qui compte par-dessus tout, c'est d'obtenir un ordre de grandeur. La notation grand θ permet d'obtenir exactement ce qu'on veut. Donnons d'abord sa définition formelle. Si on se donne deux fonctions f, g de l'ensemble des nombres entiers naturels dans l'ensemble des nombres positifs, donc deux fonctions non négatives, on dira que f de n est un grand θ de g de n, et on écrit ainsi. S'il existe deux constantes C1, C2, toutes deux positives et plus petites que l'infini, et un nombre grand N plus grand ou égal à 1, tel que C1 fois G de N est plus petit ou égal à F de N et plus petit ou égal à C2 fois G de N pour tout petit n plus grand ou égal à grand N. Alors cette définition est un peu difficile à digérer au premier abord, mais qu'est-ce qu'elle veut dire fondamentalement? Elle veut dire que les fonctions f de n et g de n grandissent ensemble lorsque n devient grand. Il n'y en a pas une qui dépasse l'autre. Essentiellement, elles ont le même ordre de grandeur pour de grandes valeurs de n. Prenons comme exemple les fonctions qui décrivent la complexité des algorithmes que nous avons vus auparavant. On voit tout d'abord que les fonctions f de n égale n plus 2 ou f de n égale 3n plus 3
sont toutes deux des grands états de G de n égale n. On peut donc dire que la complexité de l'algorithme 2 est un grand état de n. D'un autre côté, la fonction f de n égale n fois n-1 sur 2 plus 1, qui était la complexité de l'algorithme 3, est un grand état de G de n égale n carré. Avec cette notation grand état, on s'affranchit dans les deux cas des constantes et on ne retient que le terme principal qui nous donne l'ordre de grandeur de la fonction f. Revenons maintenant à la question posée précédemment. Si la complexité temporelle de l'algorithme en question est un grand état de n, comme c'est le cas pour l'algorithme 2, alors son temps d'exécution avec 10 000 en entrée vaudra approximativement 10 fois 1 minute, donc 10 minutes. Si par contre, la complexité temporelle de l'algorithme est un grand état de n carré, comme c'est le cas pour l'algorithme 3, alors son temps d'exécution avec 10 000 en entrée vaudra approximativement 10 fois 10 égale 100 minutes, donc 1h40. Beaucoup plus. Dans ce cas, en effet, la taille des entrées augmente d'un facteur 10, donc le temps d'exécution sera 100 fois plus long, vu que la complexité temporelle de l'algorithme est d'ordre n carré. Sur ce graphique, on a représenté différentes fonctions de n. On voit notamment que log2 de n est bien plus petite que n, qui est elle-même bien plus petite que n carré, qui est encore bien plus petite que 2 puissance n. Et les différences ne font que s'accroître lorsque n grandit. Remarquez ici qu'on n'a que des valeurs de n jusqu'à 7. Il est bon, pour se rappeler de ces ordres de grandeur, de se rappeler de la chose suivante. Lorsque n vaut 1000, log2 de n vaut à peu près 10. N vaut 1000, clairement. N carré vaut 1 million. Et 2 puissance n vaut approximativement 10 puissance 300. Quand on parlera d'algorithme, il sera donc important de se rappeler de ces ordres de grandeur pour avoir bien en tête que, par exemple, un algorithme qui a une complexité d'ordre log2 de n est vraiment un algorithme très efficace, tandis qu'un algorithme qui a une complexité d'ordre 2 puissance n est juste infaisable en pratique parce qu'il aura un temps d'exécution beaucoup trop long pour résoudre des problèmes même avec des valeurs de n raisonnables. La notation grand état permet donc de classifier les algorithmes par ordre de complexité. Nous allons voir maintenant que pour résoudre un problème donné, il existe souvent plusieurs algorithmes de complexité différentes. Considérons par exemple le problème de compter le nombre de paires d'éléments dans l'ensemble 1n. Une première possibilité consiste à effectuer deux boucles imbriquées comme précédemment et d'incrémenter un compteur, ici la valeur s, à chaque passage. À cause des deux boucles imbriquées, on a vu précédemment que la complexité de cet algorithme est un grand état de n carré. Mais vu qu'il s'agit simplement ici de compter le nombre de paires, et pas de trouver si deux éléments d'une liste sont identiques, on pourrait aussi écrire un autre algorithme avec une seule boucle pour effectuer ce comptage. Ce qui revient à faire ici l'addition n-1 plus n-2 plus n-3, etc. jusqu'à plus 2 plus 1, comme on l'a vu précédemment. La complexité de ce nouvel algorithme est un grand état de n. Enfin, il serait aussi possible de calculer directement le nombre de paires en utilisant la formule mathématique. Cet algorithme a une complexité grand état de 1, car une seule instruction est effectuée. On voit donc bien ici une situation où des algorithmes de complexité temporelle complètement différentes permettent de résoudre un même problème. En conclusion, vous avez maintenant une idée de ce qu'est la complexité temporelle d'un algorithme, et aussi de comment calculer ou estimer celle-ci concrètement. Cette caractérisation simple de la performance d'un algorithme permet d'identifier le ou les algorithmes les plus efficaces pour résoudre un problème donné.